journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide sort de son mutisme après 3 ans de silence. Le leader charismatique de Famille Avalas s'est adressé ce mercredi à ses supporters et s'est affiché aux côtés de Maryse Narcisse pour la présidentielle du 25 octobre. Le gouvernement haïtien réitère sa volonté à respecter ses promesses en vue du bon déroulement du scrutin du 25 octobre. Le Premier ministre haïtien Evans Paul annonce une campagne de sensibilisation permettant une plus large participation de la population à ces élections. Dans l'actualité également, désignation par les adeptes du vaudou ce mercredi du Ougan Augustin Saint-Cloud comme athée national à titre provisoire en attendant la réalisation d'une élection dans un délai de 90 jours. À partir du 1er octobre 2015, toutes les motocyclettes doivent être dotées de leur plaque d'immatriculation en Haïti, avertissent les responsables de la circulation routière. Un guichet unique sera disponible pour les propriétaires de motos à cet effet. Et puis, à l'étranger, le drapeau palestinien a été hissé mercredi 30 septembre pour la première fois au siège de l'ONU à New York, un événement hautement symbolique. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Haïti Élections, le gouvernement respectera ses engagements relatifs à la réalisation des élections cette année, a déclaré le Premier ministre Evans Paul, qui a annoncé que son équipe fera une campagne de sensibilisation en vue d'inciter beaucoup plus de gens à se rendre aux urnes lors des prochaines élections. Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné qu'il est important que l'État haïtien trouve une formule pour dépenser moins d'argent dans la réalisation des élections dans le pays. Evans Paul, au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. Tout ça qui a rapport à financement élection, le gouvernement est engagé et le respecté. Il contribue dans le fonds fiduciaire pour l'organisation de l'élection. Le gouvernement, selon la loi, finance partis politiques et candidats. Le gouvernement baille la police moyen pour faire travail pendant la période d'élection. Le gouvernement peut déclencher une campagne de sensibilisation pour plus de monde à voter dans l'élection. Et le gouvernement a toujours respecté l'engagement pour ne pas entrer dans la décision que le conseil électoral a pris. Nous sommes une nation qui dit nous choisir la démocratie comme mode de gouvernement. Pas une autre voie pour nous choisir les gens qui pour diriger le pays que dans l'élection. Pas une autre option que l'élection 25 octobre a gagné élection pour président, pour député, pour sénateur, pour magistrat. Puis devant, pour Kazek, etc. Alors, c'est exactement ça nous là pour nous faire et c'est ça nous avons fait. Tellement que pour l'élection en fait, nous connaissons à partir de demain, le pays a un nouveau budget. Dans le budget, ça, l'État haïtien a ajouté encore 20 millions de dollars américains pour l'élection en fait. Ça en pile quoi. Et moi-même, ça a un petit genre dérangement pile pour l'État haïtien à dépenser tout comme ça pour l'élection. Nous avons un processus là en marche, mais il faut nous prendre une décision pour nous dépenser moins scope pour l'élection dans le pays d'Haïti.
Haïti Élection toujours, Le fin grand ce journal mercredi du de forum Télésignal. organisé par plusieurs partis et regroupements de partis politiques autour d'une position commune et un rapport aux résultats des élections législatives du 9 août dernier. Une résolution a été prise à l'issue de la rencontre. Les participants exigent l'annulation du scrutin. L'historien Pierre Buteau est l'un d'entre eux. Ses propos ont été recueillis par Samus David François. Et li fondamentalement axé autour de combat contre ça qui fait le 9 août là. Résultat qui sorti qui bonne et non seulement irrégularité là-dedans, mais si nous apprenons peut-être l'essence même de CEPA de conception, c'est un CEP qui était concevoir dans certains niveaux de compromis, puisque tout est un compromis qui est fait. Et qui ça demande encore? Il faut que l'élection soit complètement jetée dans la poubelle. Et deuxièmement, nous demander, qui clair tout, nous ne pas comprendre et nous pas accepter et dit support inconditionnel que l'international baille à un résultat comme ça. Je pour un bagage qui est assez tendancieux. Le candidat à la députation pour la commune de Kinskov, Alfredo Antoine, affirme être victime du mode de comptage des votes fait par le CEP. Le candidat estime qu'il pourrait gagner les élections dès le premier tour si la formule de comptage des votes était la même pour tous les candidats. Par ailleurs, il dit être prêt à participer et remporter les élections lors du second tour. Alfredo Antoine, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. Mais le problème dans tout ça, problème que nous allons constater après, c'est le mode de calcul CEPA que nous ne sommes pas capables de comprendre que presque chaque candidat a un mode de calcul. Donc CEPA son seul CEP. CEP pas gain deux CEP. Donc modèle de calcul doit être unique. Paysans, éducateurs, quelle que soit la couche sociale dans la communauté, ma première tout qui te fait au seul pour voter le 9 août. C'est vrai, tu as quelques irrégularités. Mais mon yo tal voté, yo te surveillé vote yo. Et m'a demandé yo même vigilance parce que moi apprendre il y a un pile superviseur que yo pral changer au niveau circonscription, yo pral changer en pile membre BV pour que mon côté yo ouais pas bien parce que à noter que moi remporté élection dans 4 sections communales sur 5. Donc je suis le candidat favori. Donc pour l'élection sous passé là. Et pas peur. Donc c'est vrai que victime de mode de calcul CEPA saute faire, mais nous étions confiants que le 25 octobre prochain, le peuple va voter en masse. Autre nouvelle, l'inspection générale de la PNH envisage d'adopter un ensemble de mesures permettant aux agents de la police haïtienne de mieux assurer la sécurité des votants et également des bureaux de vote à l'occasion de la journée électorale du 25 octobre prochain. Annonce faite ce mercredi par le porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkens-Jean, ajoutant que l'inspection générale s'active en vue du respect des mesures envisagées. L'inspecteur Marc Wilkens-Jean, au micro de Ludmilla Mac et Jasmine Denis. Comme responsabilité spécifique, la police a parlé pour collaborer de façon franche et efficace avec l'agence de sécurité électorale. Il parle pour assurer la sécurité, périmètre centre vote. Il parle tout pour rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation pendant que l'activité électorale a déroulé. Il pour rendre compte régulièrement de l'évolution de toute situation anormale et suspecte. Il y a bien tout pour sécuriser tout bâtiment qui est concerné par l'opération de vote et évacuer tout le monde qui n'est pas autorisé pendant que l'opération a clôturé. Il y a bien pour sécuriser l'opération de dépouillement dans le centre de vote jusqu'à ce que ils ont acheminé à tout procès verbal dans le lieu qui va désigner pour ça. Il y a pour escorter si nécessaire et superviseur pour acheminer tout procès verbal. En ce qui a trait avec prescrit décret électoral là, donc il y a des ajouts. La police a gagné pour répondre à requête président bureau ou bien superviseur bureau pour restaurer l'ordre suivant l'article 154 décret électoral là. La police a gagné responsabilité pour évacuer tout le monde qui n'est pas autorisé à pénétrer un centre de vote ou bien pénétrer un espace qui n'est pas autorisé ou qui ne pas permettre d'entrer. Il va gagner tout pour assistance à tout agent et sécurité électorale suivant disposition article 141.1 du décret électoral.
Donc, l'inspection générale lui-même a gagné responsabilité pour assurer qu'effectivement, que le travail ça lui-même est fait. D'un autre côté, l'inspecteur Mark Wilkens-Jean, qui réagissait sur les critiques relatives à la brutalité des agents de la brigade d'opération et d'intervention Boade, affirme avoir recensé plusieurs plaintes contre les policiers de cette entité de la PNH. Ces derniers temps, le haut commandement de la Boade et l'IGPNH évaluent les dispositions à adopter afin de contraindre les agents du corps spécialisé à changer de comportement. L'inspecteur Mark Wilkens-Jean. Deux principales activités nous faisons pendant un mois. Donc, c'était tournée d'inspection dans le département des NIP, côté nous avons inspecté et supervisé 10 commissariats et sous-commissariats, y compris également la prison civile de Lansavo. Donc, nous travaillons sur 11 dossiers d'enquête dans le département ça, côté nous avons fait 9 auditions et nous avons conduit cette enquête de terrain. Donc, comme constat, donc, tout est que dans le département, toujours des commissariats qui sont en très mauvais état et qui méritaient des actions urgentes. J'en ai dit dans la conférence de presse, nous avons dans le département. Comme motif de satisfaction, il y a deux nouveaux commissariats qui sont construits dans le département Niplan. C'est Saint-Michel avec Arnaud. Donc, il y a 4 nouveaux véhicules qui viennent dans le département depuis le dernier passage, 5 motocyclettes, et puis il y a une augmentation d'effectifs d'une 50aine de policiers. Donc, bilan mois de septembre 2015, donc c'est données statistiques nous, donc nous avons 6 personnes actuellement en isolement. Donc, il y a 4 personnes pour homicide. Le dossier que nous signons, nous expédions par le directeur général là, il est au nombre de 61. Enquête ouverte pour le mois de septembre, il est au nombre de 75. Donc, acte d'enquête qui est fait pendant le mois de septembre 2015, donc l'ensemble de dossiers que la commission a traité pour moi, c'est 54. Acte d'enquête que vous posé, c'est 751 actes d'enquête. Par rapport au fait que qu'on a déjà décrié, et puis il y a plusieurs plaintes qui a déposé pour des gens dans board, donc il y a des dispositions générales. Donc d'abord, nous commençons à faire un listing de tout le monde qui est dans board là. Donc nous commençons à regarder qui est antécédent disciplinaire sous base de données. Donc deuxième bagarre, c'est une rencontre avec des DO ici là, et nous gardons des questions avec elle. Et puis troisième bagarre, c'est que nous demandons la direction logistique, la police là, tout pour prendre des dispositions si une machine board qui n'est pas marquée, une machine clairement identifiée. Il faut mentionner que le bilan de septembre de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour le mois de septembre fait état entre autres de 6 policiers isolés, 61 dossiers traités et 175 convocations, 65 plaintes déposées, 5 abus d'autorité et 3 blessés par balle. Autre nouvelle, les États-Unis ont fait don de 36 véhicules au gouvernement d'Haïti. Une cérémonie de remise de matériel a eu lieu hier mardi à l'Académie de police à Frères en présence de plusieurs responsables, notamment le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Brian Shukan, et le directeur de la police nationale, Godson Aurelius. Ce don, évalué à plus d'1 million de dollars américains, va aider la PNH à mieux faire son travail consistant à protéger et servir. Autre information, le décanat de l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales annonce qu'il va intenter une action en justice contre les perturbateurs du lancement de la quinzaine présidentielle hier mardi. Le doyen de cette entité de l'UEH informe qu'une plainte sera déposée contre 5 personnes, dont le nommé Toussaint Mackenzie, qu'il dit soupçonné dans les actes de violence survenus hier à l'auditorium de l'IRA. Reportage Ludmilla Marc et Samus David François. Le décanat de l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales n'entend nullement aller de même ordre face aux actes de violence survenus hier lors du lancement de la quinzaine présidentielle. Des actions en justice seront intentées contre les perturbateurs, avertit le doyen Marc Désir. Oui, nous allons déposer plainte contre Mackenzie Toussaint. Ce mercredi, la protestation des étudiants hostiles a gagné les rues. Au niveau de l'avenue Christophe, non loin de l'espace qui accueille l'événement, des pneus enflammés ont été remarqués. Les étudiants hostiles ne démordent pas et entendent maintenir leur protestation. Nous-mêmes dans l'université, nous ne sommes pas d'accord pour bandits illégaux venir faire campagne dans l'université. Côté des canards, on annonce la reprise de l'activité pour la semaine prochaine, dans un cadre plus restreint. L'activité, il y a qu'à poursuivre. Nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas capables de décider pour c'est eux-mêmes qui pour faire ça dans l'université et que l'activité académique pas doit faire. Non. La quinzaine présidentielle, lancée le 29 septembre en 2015, avait pour objectif, entre autres, de permettre à l'université de connaître le programme politique de certains candidats à la présidence
à travers des débats et des réflexions. L'initiative se joue pour l'instant entre protestation d'étudiants et motivation des organisateurs. De quoi y ferait les prochains conférenciers et également les participants. Nous l'avions annoncé en titre, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide de Famille Lavalas est enfin sorti de son mutisme ce mercredi pour présenter le docteur Maryse Narcisse comme candidate du parti à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Devant l'entrée de sa résidence privée à Tabar, l'ancien prêtre s'est adressé à ses partisans. Suivez ce reportage signé Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Contrairement à ce qui a été annoncé, le leader charismatique de Famille Lavalas ne s'était pas présenté sur le piste de l'aviation à Delma 2 pour s'adresser à ses partisans. Jean-Bertrand Aristide a plutôt préféré l'entrée de sa résidence à Tabar. Après de longues heures d'attente, M. Aristide a été accueilli par des cris de joie. Bonsoir! Bonsoir! À sa gauche se trouve le docteur Maryse Narcisse, candidate à la présidence du parti Famille Lavalas. Soulagé, Jean-Bertrand Aristide exprime la joie qu'il éprouve de pouvoir s'adresser à nouveau à ses partisans après plus de 3 ans de silence. Dans l'ombrage, ancêtres nous yo, permettre moi bail nous chaque d'une gros accolade fraternelle et embrasser tout petit moun yo ak jeunesse pays qui gagne une place spéciale dans Fonkem. L'ancien prêtre de l'église Saint-Jean-Bosco a profité de ce moment de rassemblement pour présenter le docteur Maryse Narcisse comme étant sa dauphine, tout en demandant à ses supporters de voter pour tous les candidats de Famille Lavalas s'ils rêvent d'une Haïti meilleure. On mobilisé pour faire chaudière à suspendre bouillie, un seul bon. Non plus. Aujourd'hui, plus d'un se questionne sur la réelle position de Famille Lavalas qui exige l'annulation des élections du 9 août dernier ainsi que le renvoi du conseil électoral provisoire alors que sa candidate à la présidentielle de 2015 en Haïti s'est lancée dans la campagne électorale. C'était annoncé en titre, à partir du 1er octobre 2015, toutes les motocyclettes doivent être dotées de leur plaque d'immatriculation en Haïti selon une décision conjointe de la PNH, la DGI et l'OAVCT. Le directeur de la circulation et de la police routière, Godson Jeune, estime que trop de motos circulent sans plaque dans le pays. Par ailleurs, il a précisé qu'à partir de cette même date, marquant le début de la nouvelle année fiscale, aucun véhicule ne pourra circuler dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec son ancienne plaque. Godson Jeune, au micro de Samus, David François. Direction centrale de la circulation et de la police routière recevoir instruction formelle de direction générale de la police là, pour que lui prenne toute disposition pour que toute motocyclette qui circule sur le territoire là dotée de plaques d'immatriculation. À cet effet, et DGI, OAVCT et particulièrement circulation, si on est tous 10 départements pays pour que tous 10 départements pays soient capables de toucher de problèmes. Tous les 10 directions départementales de la police, ils sont très motivés, ils sont très informés et ils sont prêts à partir de demain 1er octobre là, pour que ils commencent par demander ou bien par exiger toute motocyclette qui circule sur le territoire dotée de plaques d'immatriculation. Tout comme il y a une pile machine qui circule dans la ville provinciale et surtout dans Port-au-Prince là, et quelle que soit la plaque que vous gagnez, toute plaque ça c'est ancienne plaque. Dès demain, dans Port-au-Prince là, et dans toute ville provinciale, la continue, mais dans Port-au-Prince particulièrement, police de circulation recevoir instruction pour que vous sanctionnez toute machine qui circule avec ancienne plaque. Et me dit ancienne plaque de tout type. En vue de régulariser les motocyclettes et de faciliter les véhicules à se doter de leur nouvelle plaque d'immatriculation, la DGI, l'OAVCT et la PNH ont mis sur pied le guichet unique. Cette décision de grâce permettra de livrer des cartes d'enregistrement, des polices d'assurance et des plaques d'immatriculation sans frais d'impôt sur le revenu du 1er octobre jusqu'au 30 novembre 2015 sur tout le territoire national. Les explications de Miradin Morland et de Margaret Saint-Louis.
respectivement responsables de la DGI et de l'OAVCT, au micro de Samus David François. DGI et OAVCT et service de circulation à travers la police prend disposition pour gagner des espaces créés pour capable recevoir ou pour capable venir retirer plaque en temps réel. Donc, ils ont peur de faire déclaration définitive. Eh bien, nous offrions 2 mois de grâce. 2 mois de grâce. Le mois d'octobre et le mois de novembre. Là, pour commencer à partir de demain, 1er octobre, jusqu'au 30 novembre. Si on est capable de retirer plaque pour motocyclette sans qu'on pas produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Par ces délais, eh bien, c'est la police qui va l'entrer en scène. Et la police va prendre responsabilité de ça, ou pas capable de gratter tête ou pas capable de dire rien, parce que ils ont créé des conditions pour seulement venir retirer plaque. On va venir retirer plaque, on va joindre la police sur place, on va joindre OAVCT sur place, on va joindre DGI sur place. L'idée pour nous mettre ensemble PNH, DGI, OAVCT dans le même espace là, c'est pour nous doter véhicules de tout cadre d'enregistrement, de police, d'assurance et enfin de plaques d'immatriculation. Parce que je crois que les manque à gagner pour l'État, pour l'OAVCT et pour la Direction générale des impôts. Programme ça, la pétane, sous période qui allait de 1er octobre au 30 novembre 2015 sur tout le territoire national là. Parlons culture à présent. La 4e édition d'Haïti Fashion Week se déroulera du 5 au 8 novembre prochain autour du thème Nourrir Haïti. 80 mannequins et 80 designers nationaux et internationaux prendront part à cet événement. Le lancement de cette 4e édition de cette manifestation culturelle s'est fait en présence du Premier ministre haïtien Evans Paul. Reportage Wesley Antoine et Yvon Seïti. C'est dans le but de promouvoir la production agricole à travers la mode que les organisateurs de Haïti Fashion Week ont choisi le thème Nourrir Haïti pour la 4e édition du Festival de la mode cette année. L'événement offrira une grande opportunité aux créateurs et designers haïtiens. Les organisateurs se félicitent des succès des 3 premières éditions et nourrissent de grandes ambitions. Haïti Fashion Week représente déjà une référence d'après l'hebdomadaire guadeloupéen Nouvelle et est classée pionnière de la mode caraïbéenne cette année. Déjà en 3 éditions, comme vous venez de l'apprendre, elle a réalisé 120 défilés de mode avec 110 mannequins. Elle a déjà touché 16 pays et a été vue par plus de 30 millions de personnes à travers le monde. Il reste néanmoins à établir une stratégie qui en fasse un des secteurs les plus productifs et plus modernes de notre pays. Et c'est là notre ambition. Pour sa 4e année, Haïti Fashion Week bénéficie d'un financement de 2 millions de gourdes du ministère de la Culture. La ministre Ditni Joanne Raton relate les bienfaits que la mode peut générer à l'économie nationale. Cette manifestation culturelle offre la possibilité d'exposer la mode comme outil culturel, créatif et économique d'un lendemain meilleur. Cette année, Haïti Fashion Week a comme nouveauté le prix haute couture Anne-Marie Desvarieux, une façon pour les promoteurs de cette manifestation culturelle de rendre hommage à la fondatrice de l'école d'art ménager et de haute couture, Anne-Marie Desvarieux, décédée à la fin du mois d'août dernier. Mentionnons que la designer internationale italo-haïtienne Stella Jean est la marraine de cet événement. La France est le pays invité d'honneur cette année à la 4e édition de Haïti Fashion Week. Cet événement est également supporté par l'Union européenne qui veut partager son expérience avec Haïti dans le domaine de la mode, qui représente 3% du PIB en Europe, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère. Suivons tour à tour les propos de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, et l'ambassadeur de la France en Haïti, Elisabeth Béton-Délec. Pourquoi la mode? La réponse, elle tient en 3 chiffres. Et monsieur le ministre, je crois que vous le savez très bien, c'est en Europe, quand on parle de mode, on parle de 850 000 entreprises, on parle de 5 millions d'emplois et on parle de 3% du produit intérieur brut. Voilà, ces 3 chiffres, je crois, à eux seuls illustrent l'importance que la mode revêt pour l'Union européenne. Et ce que nous souhaitons,
c'est partager cette dynamique, partager cette vision avec Haïti. Nous sommes également très heureux d'associer à cette manifestation des créateurs des Antilles françaises. Je reviens des Antilles françaises. J'ai d'ailleurs plaidé ce dossier. Je crois que ça fait partie aussi de l'ouverture sur cet espace caribéen. Et aussi peut-être la possibilité de nouer des partenariats, ou du moins sans aucun doute de faire de l'échange de bonnes pratiques, de l'échange d'expertise, bref. Autre nouvelle, le directeur du service maritime et de navigation d'Haïti a dressé ce mercredi le bilan des activités réalisées à l'occasion de la Journée mondiale de la mer le 27 septembre dernier, autour du thème éducation, information maritime. Selon Éric Prévost Junior, la journée de cet événement a été marquée par des visites guidées à l'intention des jeunes issus des écoles de la capitale vers des institutions liées au secteur maritime. Par ailleurs, une commission sera formée bientôt en vue de la création de l'Institut national de formation maritime, a-t-il expliqué. On l'écoute. Lundi, mardi, mercredi, l'ambassadrice de l'OMI en Haïti, Mme Myriam Senatus, qui est directrice coopération maritime en Haïti et dans Semana, lui-même accompagné des différents directeurs sectoriels, a visité différentes écoles dans la capitale là, côté que Yotal fait promotion du secteur maritime et aussi inciter les jeunes des classes terminales pour apprendre aux métiers qui sont liés à secteur maritime. Dans jeudi, nous avons gagné dans Oasis un atelier de réflexion sur la création de l'Institut national de formation maritime. Il faut nous dire que c'est avec différents partenaires que nous avons réalisé l'activité ça, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le secrétaire d'État à la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale, APN, Garde-Côte et d'autres institutions qui étaient présentes d'ailleurs, que nous disons merci pour présence dans l'atelier de réflexion. C'était un très bon atelier de réflexion, côté que nous commençons à réfléchir ensemble sur différents cours qui doivent gagner dans l'école et en plus quel type d'élèves, qui bon, etc. Nous réfléchissons en pile et très bientôt la bonne commission qui a formé spécialement sur ça pour d'ici septembre année prochaine que nous sommes capables de la création de cet Institut national de formation professionnelle. Comme annoncé en titre, les adeptes du vaudou ont fait choix ce mercredi du Ougan Augustin Saint-Cloud comme le nouveau Ati national, en remplacement de Gessner Max Beauvoir, décédé au début du mois de septembre 2015. Augustin Saint-Cloud occupera cette fonction à titre provisoire en attendant la réalisation d'une élection dans un délai de 90 jours. Une cérémonie spéciale s'est tenue ce mercredi à Carrefour en vue de la prise de fonction du nouveau Lati. Le Ougan Augustin Saint-Cloud a appelé la famille du vaudou à l'unité. Ces déclarations au micro de journalistes Saint-Illustre et Samus. David François. C'est pour ça, tout est ça, pigeon ça, blanc ça. Il a un symbole de la paix, un symbole de l'union, un symbole de tête ensemble, un symbole de nous toutes là-dedans, indistinctement. Et m'a dit à tout produisant, m'a dit à tout le monde, m'a dit à pour toute l'autre religion, même les pas la même foi avec nous, mais c'est haïtien. Nous allons gérer vos doigts. On va mettre tête ensemble pour mener vos doigts à bon port. Mais il y a toute notre religion, nous allons faire si la fond travail développement dans le pays, il y a tout de là. Si nous fait où, il y a tout de là. Quelque chose ça n'a fait. Dans nos doigts, nous devons participer, mais là, il n'y a pas le même lien. Autre info, à l'initiative du mouvement des organisations sociales pour l'avancement d'Haïti, une deuxième conférence nationale des organisations paysannes et sociales a été organisée ce mercredi avec la participation de plus de 100 organisations de paysans. L'objectif est de réfléchir sur les problèmes et les vrais besoins du secteur paysan. Fito Lafleur, coordonnateur général du MOSA, répondait aux questions de Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Objectif, grand rassemblement ça aujourd'hui, c'est pour nous voyons un message clair par l'autorité qui dirige le pays d'Haïti pour nous dire que
milieu rural là, sont milieu très important. C'est eux-mêmes qui produisent, qui fait en bas la ville joindre manger. Et lorsqu'un pays qui pas produit, c'est comme ça tout le temps a bien grand goût. Objectif ça c'est chita avec 1000 organisations paysans, organisations qui sortent dans social là pour que nous poser problème ça ensemble, pour nous joindre ensemble des choses qui sont capables de rendre une structure nous qui c'est CETEP, qui c'est commission technique élaboration de projet, pour eux-mêmes être capables de monter un document, et document ça pour être capable de présenter by l'État pour dire mais qui ça peuple là paysans qui a produit dans la section rurale yo mandé et nous demander pour qui ça kounye a yo pas ka produit parce que gagne une cherté dans tout ça yo ta besoin pour vendre pour acheter pour produire et n'a demandé pour qui ça yon sac engrais passé de 350 gouttes à 900 gouttes. N'a pas demandé une attention soutenue pour le secteur ça qui a péri et c'est eux-mêmes qui pour aider combattre grand goût dans le pays d'Haïti. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le drapeau palestinien a été hissé mercredi 30 septembre pour la première fois au siège de l'ONU à New York, un événement hautement symbolique. Le drapeau rouge, noir, blanc et vert des Palestiniens a été hissé vers 13h15 dans la roseraie de l'institution nationale et devait l'être ensuite du côté des 193 bannières des États membres des Nations Unies et celle du Vatican qui, comme la Palestine, a le statut d'État non membre. Reportage Euronews. Un jour de fierté pour les Palestiniens. Ce sont les mots de Mahmoud Abbas, leur président, alors que le drapeau palestinien a été hissé cet après-midi pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. La Palestine y bénéficie du statut d'État non membre. Auparavant, à la tribune de l'Assemblée générale, Mahmoud Abbas s'est fait l'auteur d'un long plaidoyer pour la reconnaissance de la Palestine comme État à part entière, tout en accusant Israël de ne pas respecter les accords passés. Aussi longtemps qu'Israël refusera de cesser la colonisation et libérer le 4e groupe de prisonniers comme prévu dans nos accords, nous n'aurons d'autre choix que de dire que nous ne serons pas les seuls restants engagés dans l'application de ces accords. Quiconque cherche la paix et veut combattre le terrorisme doit commencer par chercher une solution au conflit palestinien. L'ambiance est extrêmement tendue depuis plusieurs semaines dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, où Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de provocation. Récemment, l'État hébreu a autorisé l'utilisation par la police de balles réelles contre les manifestants palestiniens. À l'étranger toujours, le parquet de Paris a ouvert le 15 septembre une enquête préliminaire visant le régime de Bachar el-Assad. Elle se base notamment sur le témoignage du photographe surnommé César qui a travaillé pour la police militaire syrienne. L'enquête se base notamment sur le témoignage de César, un ex-photographe de la police militaire syrienne qui s'était enfui de Syrie en juillet 2013 en emportant 56 000 photographies effroyables de corps torturés. Euronews. Au moment où le sort de Bachar el-Assad divise, la France ouvre une brèche qui pourrait être fatale aux dirigeants syriens. On a appris ce mercredi qu'une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris pour crimes contre l'humanité. Dans les geôles syriennes, le régime aurait fait torturer des milliers de personnes soupçonnées d'être des opposants. Le dossier à charge, le voici, c'est celui d'un ancien photographe légiste ayant fui la Syrie, 55 000 photos de corps mutilés et décharnés. Dès que les premiers manifestants morts sont arrivés dans l'hôpital militaire, et effectivement au bout d'un moment les corps étaient de plus en plus nombreux et surtout il a découvert l'horreur, c'est-à-dire des gens qui avaient des marques de torture incroyables, des gens qui ne pesaient plus que 30 ou 40 kilos, donc il a vraiment vu que les gens mouraient de faim ou de torture dans les prisons. C'est le ministère des Affaires étrangères qui avait en sa possession ce rapport et qui l'a transmis à la justice. Depuis New York, où il assistait à l'Assemblée générale des Nations Unies, Laurent Fabius a dénoncé une bureaucratie de l'horreur. Mais la France ne pourra aller jusqu'au bout de la procédure que si un Français ou un Franco-Syrien se trouve parmi les victimes.
7 personnes ont été tuées et au moins une cinquantaine blessées. Une quinzaine de déflagrations ont retenti dans le district de Liuchen, un quartier de cette ville de plus de 3,5 millions d'habitants. Des matières explosives dissimulées dans les colis transportés par des sociétés de messagerie sont à l'origine des déflagrations. Plus de précisions avec Euronews. En Chine, au moins 7 personnes sont mortes dans une quinzaine d'explosions provoquées par des colis piégés. Les autorités parlent de dizaines de blessés dans la ville de Liucheng et aux alentours. Des matières explosives dissimulées dans des colis postaux sont à l'origine des déflagrations. Plusieurs bâtiments de la ville ont été touchés. Une prison, un marché, un centre commercial, une gare et un hôpital. Certains se sont même écroulés. Suivez à présent la rubrique météo avec Slen Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la dernière sortie bulletin météo pour mois septembre 2015. Une remarque que nous faisons, c'est que l'ouragan Joaquin de catégorie 1 est localisé le matin à 400 km environ dans le nord-est, île Bahamas. Cyclone ça n'a pas représenté aucune menace pour le pays d'Haïti. Nous avons rappelé tous les téléspectateurs qui étaient dans une zone à risque, zone qui connaît inondation, éboulement à glissement de terrain, surtout dans le nord-ouest du pays d'Haïti. Nous avons dit pour rester vigilant parce que cyclone Joaquin a des possibilités pour lui porter gros l'appui dans plusieurs villes sous le pays d'Haïti. Kounia, on a regardé qui j'ai température dans les beaucoup de villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés. Là fait bon. On a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien très légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 4 km à l'heure. Au Cap-Haïtien, température là 27 degrés. Là fait bon. On a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 9 km à l'heure. Au Caille, température là 26 degrés, là fait bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 9 km par heure. Jacmel, température là 25 degrés, là fait bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Jérémy, température là 26 degrés, là fait bon, on a bien un ciel éclairci et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une légère brise qui prend direction nord-ouest avec une vitesse 17 km à l'heure. Gonaïve, température là 24 degrés, là fait bon, on a bien un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Liberté, température là 22 degrés, là fait bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 9 km par heure. Et température là 19 degrés, là fait très bon. On a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une très légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 4 km à l'heure. Port de Paix, température là 26 degrés, là fait bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une jolie brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 22 km à l'heure. Miragouane, température là 25 degrés, là fait bon, on a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 9 km à l'heure. On a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord, qui a bien la mer agité, n'a dit pour prendre un peu de précaution et n'a conseillé autour pour ne pas entrer dans le fond de la mer. N'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud à golfe de la Gonave, qui a bien la mer peu agité, n'a dit pour prudent quand même. Matin au soleil a levé à 6h40, il couché à 6h39. Le proverbe du jour, ça qui n'a qu'ayam, c'est le couteau qui connaît. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour dernière sortie mois septembre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci Slen et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide sort de son mutisme après 3 ans de silence. Le leader charismatique de Famille Lavala s'est adressé ce mercredi à ses supporters. Il s'est affiché aux côtés de Maryse Narcisse pour la présidentielle du 25 octobre. Le gouvernement réitère sa volonté à respecter ses promesses en vue du bon déroulement du scrutin du 25 octobre. Le Premier ministre annonce une campagne de sensibilisation permettant une plus large participation de la population à ces élections.
Dans l'actualité également, désignation par les adeptes du vaudou ce mercredi du Ougan Augustin Saint-Cloud comme Ati national à titre provisoire en attendant la réalisation d'une élection dans un délai de 90 jours. À partir du 1er octobre 2015, toutes les motocyclettes doivent être dotées de leur plaque d'immatriculation en Haïti, avertissent les responsables de la circulation routière. Un guichet unique sera disponible pour les propriétaires de motos à cet effet. À l'étranger, le drapeau palestinien a été hissé mercredi 30 septembre pour la première fois au siège de l'ONU à New York, un événement hautement symbolique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.